cette interview exceptionnelle, Satya Nadella, PDG de Microsoft, dévoile sa vision de l'avenir de l'intelligence artificielle et fait des révélations majeures sur la stratégie de Microsoft. Entre les coulisses de la relation avec OpenAI, l'avenir de Windows face à ChatGPT et la transformation radicale du travail, cette conversation dense en informations exclusives éclaire les enjeux cruciaux des prochaines années. Nadella y révèle comment Microsoft envisage de reprendre le contrôle perdu face à Google et livre sa vision d'un futur où l'IA redéfinira complètement notre façon de travailler. Au-delà des buzzwords et du battage médiatique, cette interview offre un regard lucide et sans filtre sur les transformations majeures qui vont bouleverser nos vies dans les années à venir. Une plongée fascinante dans le futur de la tech, expliquée par l'un de ses architectes les plus influents. L'interface utilisateur et le langage ont toujours été importants pour nous. En fait, même Hinton a travaillé sur les premiers travaux concernant les réseaux de neurones profonds. Une partie de ce travail a été réalisée pendant sa résidence chez Microsoft Research, puis Google l'a embauché. Je dirais que nous avons manqué, même au début des années 2010, l'opportunité de redoubler d'efforts, au moment où Google intensifiait ses investissements et rachetait DeepMind. Cela m'a vraiment dérangé à l'époque. Mais j'ai toujours voulu me concentrer sur des projets comme Skype Translate, qui fut l'une des premières choses sur lesquelles je me suis penché, car c'était vraiment impressionnant. C'était la première fois qu'on pouvait observer le transfert d'apprentissage fonctionner. On pouvait entraîner le système sur une paire de langues et il s'améliorait sur une autre. C'était le premier moment où nous pouvions dire « la traduction automatique avec les réseaux de neurones, c'est différent ». Depuis, je suis obsédé par le langage, tout comme Kevin. En fait, Elon et Sam cherchèrent des crédits Azure et nous leur en avons fourni. À cette époque, ils s'intéressaient davantage à l'apprentissage par renforcement et à Dota 2, ce qui était intéressant. Puis nous avons arrêté, je ne me souviens plus exactement pourquoi, et ils sont passés à GCP avant de revenir. Ils sont revenus pour parler de ce qu'ils voulaient faire avec le langage. C'est à ce moment-là qu'ils ont évoqué les transformers et le langage naturel. J'ai toujours pensé que c'était notre cœur de métier, et cela rejoint ma façon de penser. Quelle est notre position structurelle? Je savais que s'il y avait un moyen d'avoir une percée non linéaire en termes d'architecture de modèle, ce serait important. Bill disait toujours tout au long de notre carrière qu'il n'y avait qu'une seule catégorie dans le numérique, la gestion de l'information. Sa vision était de schématiser le monde, les personnes, les lieux, les choses. Nous avons exploré de nombreuses pistes, notamment avec le projet WinFS chez Microsoft. Ce projet visait à tout schématiser pour donner du sens à toutes les informations. Mais c'était simplement impossible à réaliser. Nous avons donc pensé qu'il fallait peut-être repenser notre façon de schématiser. Après tout, le cerveau humain le fait à travers le langage et le dialogue intérieur. Ce que Nadella nous révèle ici est fascinant. Microsoft a vécu plusieurs moments charnières dans son histoire avec l'IA. D'abord en laissant partir Geoffrey Hinton chez Google, puis en manquant l'opportunité de l'ère DeepMind. Des décisions qui ont profondément marqué l'entreprise. Mais le plus intéressant est la vision initiale de Bill Gates sur la gestion de l'information et la schématisation du monde. Le projet WinFS représentait cette ambition de tout catégoriser, mais c'est révélé impossible. C'est cette impossibilité qui a conduit Microsoft à une révélation cruciale. Plutôt que de forcer une structure artificielle, pourquoi ne pas s'inspirer du cerveau humain qui utilise le langage naturel pour comprendre le monde ? Cette prise de conscience a fondamentalement réorienté leur approche de l'IA. Cette réflexion nous amène à un moment fascinant de l'histoire actuelle de l'IA, où le paysage compétitif a radicalement changé. Dans l'extrait suivant, Nadella nous révèle comment la dynamique du marché s'est transformée, passant d'une domination monopolistique à une course multi-acteurs où même les nouveaux venus comme OpenAI peuvent redéfinir les règles du jeu. Dans cette course, on trouve Google, Amazon, Meta avec Llama et Elon qui est entré dans la partie. C'est intéressant de noter que si on regarde les années 90, il y avait Microsoft. Il y avait un grand écart, puis il y avait tous les autres.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens parlent des Magnificent Sept, et il y a probablement plus que ça, car tout le monde est conscient de l'enjeu. Ils ont tous des bilans financiers impressionnants. Je dirais même que si on considère OpenAI, on pourrait parler des Magnificent 8, car je pense que l'entreprise de cette génération a déjà été créée, et c'est OpenAI. C'est un peu comme le Google, le Microsoft ou le Meta de cette ère. Il y a plusieurs aspects à considérer, et je pense que la compétition sera très intense. Je ne pense pas non plus que ce sera un marché où le gagnant rafle tout, même si certaines catégories pourraient fonctionner ainsi. Par exemple, côté hyperscale, ce n'est absolument pas le cas. Le monde exigera, même en dehors de la Chine, de multiples fournisseurs de modèles frontiers répartis dans le monde entier. En fait, c'est l'une des meilleures positions structurelles. La révélation de Nadella sur l'état actuel de la compétition dans l'IA est saisissante. Contrairement aux années 90 où Microsoft dominait seul le marché tech, nous assistons aujourd'hui à une course multi-acteurs beaucoup plus équilibrée. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est l'émergence d'OpenAI comme potentiel 8e géant. Une start-up qui s'est hissée au niveau des GAFAM en à peine quelques années. Mais Nadella insiste sur un point crucial. Contrairement aux précédentes révolutions technologiques, il n'y aura pas de « winner takes all ». Le monde exigera plusieurs fournisseurs de modèles d'IA de pointe, notamment pour des raisons de distribution géographique et de souveraineté technologique. Cette nouvelle dynamique de marché soulève une question fondamentale. Comment ces différents acteurs vont-ils se différencier et innover ? Dans l'extrait suivant, nous allons découvrir comment la compétition féroce entre ces géants se manifeste à différents niveaux de la stack technologique et comment même les nouveaux entrants peuvent redéfinir les règles du jeu. Il y aura une concurrence féroce entre les 7, 8, 9 ou 10 d'entre nous à différents niveaux de la chaîne technologique. Comme je le dis toujours à notre équipe, il faut surveiller celui qui viendra apporter quelque chose de nouveau. C'est le jeu auquel vous participez tous. On cherche toujours à repérer le nouvel entrepreneur qui surgira de nulle part. Je dirais que OpenAI est l'une de ces entreprises qui a désormais atteint sa vitesse de libération. Si on parle de la couche applicative, commençons par l'IA grand public. Satya, Bing est une très grande entreprise. Nous avons discuté des 10 liens bleus, qui étaient peut-être le meilleur modèle économique de l'histoire du capitalisme. Mais il est massivement menacé par une nouvelle modalité où les consommateurs veulent simplement des réponses. Par exemple, mes enfants se demandent « Pourquoi irais-je sur un moteur de recherche quand je peux avoir directement des réponses ?» Alors, pensez-vous que Google et Bing puissent continuer à développer leurs activités de recherche traditionnelles à l'ère des réponses directes ? Et que doivent faire Bing ou vos efforts grand public sous la direction de Mustapha pour rivaliser avec ChatGPT, qui semble vraiment avoir percé du point de vue des consommateurs ? La première chose, c'est ce que vous avez dit en dernier. Le chat rencontre les réponses, et c'est ChatGPT, à la fois la marque et le produit. Et cela devient stateful. Je veux dire, ChatGPT n'est plus comme la recherche qui était stateless. Il y avait un historique de recherche, mais c'est tout. Ces agents auront beaucoup plus d'état, en effet. C'est pourquoi j'étais si ravi. J'essayais d'obtenir un accord de recherche avec Apple depuis environ 10 ans. Alors quand Tim a finalement conclu un accord avec Sam, j'étais la personne la plus heureuse. Nadella met en lumière un moment critique dans l'évolution de l'IA. Au-delà de la simple compétition entre les géants technologiques, nous voyons émerger une nouvelle forme d'interaction avec la technologie. ChatGPT représente plus qu'un simple produit. C'est l'émergence d'un nouveau paradigme où le chat devient l'interface principale avec l'information. Ce changement est si fondamental qu'Apple, après 10 ans de résistance, a finalement choisi de s'allier avec OpenAI plutôt que de maintenir le statu quo. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'évolution vers des agents stateful qui maintiennent un contexte et une mémoire, contrairement aux recherches traditionnelles sans état. Mais ce bouleversement soulève une question cruciale. Comment les acteurs établis comme Google, avec leur position dominante dans la recherche, vont-ils s'adapter à cette transformation ?
Dans l'extrait suivant, nous allons découvrir pourquoi la distribution et les habitudes des utilisateurs restent des atouts majeurs et comment la vraie bataille pourrait se jouer sur le terrain des transactions commerciales. Très rapidement, j'aimerais juste vous parler d'un nouveau projet que j'ai. Vous savez qu'ici on parle souvent d'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Car je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas très conscients de ce qui arrive vraiment. Mais comme je l'ai souvent dit, je ne fais jamais de placement de produits sur la chaîne, car je veux la garder quand même la plus authentique possible. C'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je pense qu'il y a de grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à maîtriser tous les outils IA et comment exactement les appliquer à votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser soit en description, soit en commentaire, soit les deux. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA, où nous sommes toute une série de passionnés dans le monde de l'IA et nous discutons régulièrement de comment appliquer l'IA dans vos domaines respectifs. Voilà, désolé pour la petite coupure, on ne perd pas plus de temps et je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens en dessous. Google a un avantage énorme. Ils ont la distribution sur Apple. Ils sont le moteur par défaut. Ils sont évidemment aussi le moteur par défaut sur Android. Et les habitudes ne disparaissent que pas. Je veux dire, le nombre de fois où vous allez simplement dans la barre URL du navigateur pour taper votre requête. Même maintenant, même si je veux aller sur Copilot. D'ailleurs, mon utilisation est principalement sur Copilot. Et quand je réfléchis à Bing par rapport à Copilot, c'est intéressant. Pour la navigation simple, je vais sur Bing, mais pour à peu près tout le reste, je vais sur Copilot. Ce changement est en train de se produire universellement. Nous sommes peut-être à 1 ou 2 agents dédiés au shopping ou au voyage, de voir même les requêtes commerciales basculer. C'est à ce moment-là que les digues céderont pour la recherche traditionnelle, quand l'intention commerciale migrera aussi. Pour l'instant, l'activité a résisté, car l'intention commerciale n'a pas migré. Mais une fois qu'elle migrera, tout basculera soudainement. C'est donc un changement séculaire. Dans l'univers de Mustapha, nous gérons 3 propriétés. Il y a Bing, MSN et Copilot. En fait, il a une vision claire de ces 3 éléments, qui forment tous un seul écosystème. L'un est un flux. L'autre est la recherche traditionnelle, et le troisième est cette nouvelle interface d'agents. Ils ont tous un contrat social avec les fournisseurs de contenu. Nous devons générer du trafic, gérer les paywalls, peut-être avoir des modèles financés par la publicité. C'est ce que nous essayons de gérer. Nous avons notre propre distribution. Le seul avantage que nous ayons encore est Windows. Nous pouvons relancer le débat. Nous avons perdu la bataille du navigateur. Chrome est devenu le navigateur dominant, ce qui est une vraie tragédie, car nous avions gagné contre Netscape pour finalement perdre face à Google. Mais nous sommes en train de le récupérer d'une manière intéressante, à la fois avec Edge et avec Copilot. Et devinez quoi? Maintenant même, Gemini doit faire ses preuves. La bonne nouvelle avec Windows, c'est que c'est un système ouvert. ChatGPT a sa chance, Gemini a sa chance. Vous n'avez pas besoin d'appeler Microsoft, vous pouvez faire votre meilleur travail et passer par-dessus. Mais cela signifie aussi qu'avoir perdu est parfois formidable, car vous pouvez tout regagner. Donc, pour moi, même la distribution Windows, je dis toujours que Google gagne plus d'argent sur Windows que tout Microsoft, littéralement. Dans cet extrait fascinant, Nadella révèle la complexité de la transition vers l'IA. D'un côté, Google maintient sa domination grâce à sa position par défaut sur iOS et Android, renforcée par la force des habitudes des utilisateurs qui continuent à taper leurs requêtes dans la barre URL. De l'autre, un changement profond s'opère avec l'émergence d'outils comme Copilot. Mais le véritable point de bascule n'est pas encore atteint. Il surviendra lorsque les agents IA commenceront à gérer les transactions commerciales. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la stratégie de Microsoft avec Windows comme système ouvert. Une approche qui, paradoxalement, transforme leur défaite historique face à Chrome en opportunité de reconquête grâce à l'IA. Mais cette évolution soulève une question fondamentale. Comment gérer les interactions entre ces différents agents IA? Dans l'extrait suivant, nous allons découvrir les défis majeurs que pose l'autorisation des transactions autonomes et comment le modèle économique traditionnel du web pourrait être complètement bouleversé.
En parlant de recherche et de commerce, la question se pose. Est-ce que Booking.com laissera Gemini effectuer des transactions sans leur permission ou leur connaissance? C'est la question la plus intéressante, je pense. Dans une certaine mesure, on ne sait pas exactement comment cela va se passer. Il y a une approche un peu. It's unclear exactly how this will happen. There is a slight Très traditionnelle pour aborder cela. Si vous vous souvenez comment les applications professionnelles de différents types géraient l'interopérabilité, elles le faisaient à l'aide de connecteurs et de licences de connecteurs. Un modèle économique a émergé. SAP en est l'exemple le plus classique. Vous pouviez accéder aux données SAP tant que vous aviez les connecteurs. Une partie de moi pense que quelque chose de similaire émergera quand l'interface agent à agent se développera. Something like that will emerge as when agent to agent interface occurs. It's unclear. Ce qui se passera côté grand public n'est pas clair car l'échange de valeurs reposait beaucoup sur la publicité et le trafic, et certaines de ces choses disparaissent dans un monde d'agents. Je pense que le modèle économique est encore flou du côté grand public, mais côté entreprise, je pense que tout le monde dira « Pour agir dans mon espace d'action ou obtenir des données de mon schéma, il faut une interface avec mon agent qui soit sous licence. » Or to get data out of my sort of schema, so to speak, there is some kind of an interface to my agent that is licensed, so to speak. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vais sur Copilot chez Microsoft, j'ai des connecteurs vers Adobe, vers mon instance SAP, et évidemment vers notre CRM qui est Dynamics. C'est fascinant en fait. Quand était la dernière fois que l'un d'entre nous est vraiment allé dans une application professionnelle? Nous avons des licences pour toutes ces applications SaaS. Nous les utilisons à peine et quelqu'un dans l'organisation y saisit des données. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle, l'intensité augmente car toutes ces données sont maintenant facilement accessibles. Vous pouvez faire des requêtes. Je peux littéralement dire « Je vais rencontrer Bill. Parlez-moi de toutes les entreprises dans lesquelles Benchmark a investi. » Ça prend le web, tout ce qui est dans ma base de données CRM, rassemble tout et me donne une note. Donc dans une certaine mesure, tout cela peut être monétisé par nous et par ces connecteurs. Mais plus explicitement, ce qui pourrait arriver très rapidement, car on en parle déjà, autoriserait-on ChatGPT sur Windows à simplement commencer à ouvrir des applications au hasard? C'est une question intéressante. Cette utilisation par-dessus le système. Qui va autoriser cela? Est-ce l'utilisateur ou le système d'exploitation? Sur Windows, il n'y a franchement rien que je puisse faire pour l'empêcher. Nadella expose un des plus grands défis de l'ère de l'IA. Comment gérer les interactions entre les agents IA et les systèmes existants? Il fait un parallèle fascinant avec l'histoire des connecteurs d'entreprise, suggérant qu'un système similaire de licence pourrait émerger pour les interactions agent à agent. Mais le véritable défi se situe dans le monde grand public, où le modèle économique traditionnel basé sur la publicité et le trafic web risque de s'effondrer. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est l'exemple de Copilot chez Microsoft qui montre déjà comment l'IA peut transformer notre façon d'interagir avec les applications d'entreprise en agrégeant et analysant les données à travers différentes sources. La question de l'autorisation et du contrôle devient centrale, notamment quand Nadella admet que même Windows ne peut pas vraiment empêcher ces interactions automatisées. Mais alors, quand pourrons-nous réellement confier des tâches complexes à nos agents IA ? Dans l'extrait suivant, nous allons découvrir les 3 piliers essentiels qui, selon Microsoft, permettront cette révolution. Et pourquoi même les dernières avancées en IA ne sont pas encore suffisantes pour une véritable autonomie. Mais cette question des actions, quand pourrais-je dire à ChatGPT « Réserve-moi le Four Seasons à Seattle mardi prochain au meilleur prix ». Bill et moi en avons discuté plusieurs fois. Il semblerait que l'utilisation de l'ordinateur soit le premier cas test pour cela. Avez-vous une idée? Est-ce que cela vous semble difficile à réaliser? L'espace d'action le plus ouvert reste difficile, mais il y a 2 ou peut-être 3 choses vraiment excitantes au-delà de ça. Je suis sûr qu'on en parlera, de la loi d'échelle elle-même
et des capacités des modèles bruts. L'une est la mémoire, l'autre est l'utilisation d'outils ou les actions, et la troisième concerne même les droits d'accès. C'est-à-dire, que pouvez-vous faire? Un de nos produits les plus intéressants est Purview chez Microsoft, car de plus en plus. Quelles sont vos permissions? À quoi pouvez-vous accéder? Vous devez pouvoir accéder aux choses de manière sécurisée. Quelqu'un doit en avoir la gouvernance. Donc si vous combinez ces trois éléments, cet agent devient plus gouvernable. Et quand il s'agit d'actions, c'est vérifiable. Et puis il a de la mémoire. C'est là que je pense qu'on arrive, dans un endroit très différent, pour faire un travail plus autonome, pour ainsi dire. Je pense toujours que l'une des choses, j'aime cette idée de Copilot comme interface utilisateur pour l'IA, car même dans un monde totalement autonome, de temps en temps, il y aura des exceptions, il faudra demander des permissions, des autorisations d'exécution. Cette couche d'interface utilisateur sera donc la couche organisatrice. En fait, c'est pour cela que nous considérons Copilot comme la couche organisatrice pour le travail, les artefacts de travail et le flux de travail. Mais pour revenir à votre question fondamentale, je ne pense pas que les modèles, même en version 4.0, qui est déjà très bon avec les appels de fonctions, puissent le faire dans l'entreprise. Nadella dévoile sa vision des conditions nécessaires pour une véritable IA autonome. Il identifie trois piliers essentiels, la mémoire, la capacité d'action et la gestion des droits d'accès. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est son admission que même les modèles les plus avancés, version 4.0, ne sont pas encore prêts pour une autonomie totale. Sa vision de copilote comme couche organisatrice révèle une approche pragmatique. Même dans un futur où l'IA sera largement autonome, nous aurons besoin d'une interface utilisateur pour gérer les exceptions et les autorisations. C'est une vision qui équilibre ambition et prudence, reconnaissant que le chemin vers l'autonomie totale est progressif. Cette réflexion nous amène à une question cruciale sur l'état actuel du marché de l'IA. Dans l'extrait suivant, nous allons découvrir pourquoi, malgré tout le battage médiatique autour de l'IA, il n'existe en réalité que très peu d'applications véritablement réussies et comment cela influence les stratégies d'investissement et de développement dans ce secteur. Avec Copilot d'un côté et nos agents construits avec Foundry de l'autre, ces projets sont des victoires de conception et de développement. C'est lent, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Et le fait que nous ayons eu 2 ans d'avance sur ce projet. J'apprécie beaucoup plus cette activité. C'est l'une des raisons pour lesquelles les problèmes de sélection adverse auraient été nombreuses startups technologiques, toutes à la recherche de leur allocation de H100 en petits lots. Mais ayant observé ce qui est arrivé à Sun Microsystems pendant l'ère .com, je m'inquiète toujours de cela. On ne peut pas simplement poursuivre tous ceux qui construisent des modèles. En fait, même du côté des investisseurs, je pense que le sentiment change. Les gens veulent maintenant être plus légers en capital et construire sur les modèles des autres. Et si c'est le cas, tous ceux qui cherchaient des H-cents n'en voudront plus. C'est sur cela que nous avons été sélectifs. Et selon vous, pour les autres, l'entraînement de ces modèles et ces clusters de modèles représentaient une bien plus grande part de leurs revenus IA que des vôtres? Je ne sais pas. Je parle ici pour les résultats des autres. Je me contente de me demander quelles sont les autres applications à succès. Je ne sais pas ce qu'elles sont. Quels modèles utilisent-elles? Où les font-elles tourner? Je veux dire, évidemment, il y a Gemini de Google. Mais quand je regarde les chiffres d'utilisation de ces produits d'IA, il y a ChatGPT. Et puis, même pour Gemini, je suis très surpris par les chiffres. Je pense évidemment que ça va croître grâce à toute la distribution inhérente. Mais c'est intéressant de constater qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, on parle beaucoup plus d'IA, à grande échelle, mais il n'y a pas tant d'applications à succès. Il y a ChatGPT, GitHub Copilot, Copilot et Gemini. Je dirais que ce sont les 4 en termes d'utilisation. Y a-t-il autre chose qui vous vient à l'esprit? Jusqu'à présent, les applications d'entreprise reposaient sur des bases de données structurées et des workflows prédéfinis.
L'introduction de l'intelligence artificielle bouleverse cette architecture en permettant une approche plus flexible et adaptative. L'extrait qui suit détaille comment cette transformation s'opère concrètement dans les entreprises. D'ailleurs, un autre phénomène fascinant est que non seulement le CRM se développe, mais également ce que nous appelons la finance et les opérations. Les gens veulent davantage d'applications professionnelles basées sur l'IA, ce qui signifie que la couche logique peut être orchestrée par l'IA et ses agents. En d'autres termes, la transition du copilote à l'agent jusqu'à mon application professionnelle devrait être parfaitement fluide. Business application should be very seamless. Maintenant, de la même manière, on pourrait se demander pourquoi on aurait besoin d'Excel. Ce qui est intéressant, c'est que Excel avec Python est comme GitHub avec Copilot. Ce qui sera amusant pour vous, c'est que vous devriez simplement ouvrir Excel, lancer Copilot et commencer à l'utiliser, car ce n'est plus comme avant. Bring up Copilot and start playing with it because it's no longer like, oh, you know, c'est comme avoir un analyste de données à disposition. Ce n'est plus simplement une question de comprendre les chiffres que vous avez. Il établira le plan pour vous, exactement comme GitHub Copilot Workspace, crée le plan puis l'exécute. C'est comme une application de données. Cette réorganisation complète de l'architecture logicielle soulève une question cruciale, son financement. Les chiffres en jeu sont vertigineux. Microsoft prévoit de faire passer ses investissements en infrastructure de 20 milliards de dollars en 2020 à potentiellement 70 milliards en 2025. Ces montants posent plusieurs questions fondamentales. Comment justifier de tels investissements? Quel retour attendre? Comment gérer cette croissance explosive des coûts? Le secteur technologique n'a jamais connu une telle intensité capitalistique. Traditionnellement, les entreprises de logiciels se caractérisaient par des marges élevées et des besoins en capital relativement faibles. L'ère de l'intelligence artificielle change complètement cette équation. L'extrait suivant analyse en détail cette nouvelle réalité financière et ses implications. Yeah, I mean, it's top of mind and top of mind. C'est une priorité absolue, tant pour nous chez Microsoft que pour nos clients. Voici comment je vois les choses. J'ai beaucoup appris sur ce qui s'est passé dans les entreprises industrielles avec le Lean. C'est fascinant. Leur croissance dépasse le PIB. C'est incroyable. Les bonnes entreprises industrielles peuvent littéralement dire qu'elles vont ajouter 2 à 300 points de base de croissance, juste grâce au Lean, qui consiste à augmenter la valeur et réduire le gaspillage. C'est la pratique. Je considère donc l'IA comme le Lean du travail intellectuel. Nous l'étudions vraiment en profondeur. C'est pourquoi je pense que la réingénierie des processus métiers des années 90 est de retour, mais d'une nouvelle façon, où les gens peuvent penser les flux de processus de bout en bout et réfléchir à l'efficacité des processus, à ce qui peut être automatisé et rendu plus efficace. Le service client est l'exemple évident. Nous dépensons environ 4 milliards de dollars. Les implications financières ne représentent qu'une partie du changement en cours. L'analogie avec le Lean Manufacturing est particulièrement éclairante. Dans les années 80 et 90, le Lean a révolutionné l'industrie manufacturière en introduisant des principes comme l'amélioration continue, l'élimination des gaspillages et l'optimisation des flux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle promet une transformation similaire du travail intellectuel. Cette comparaison n'est pas anodine. Le Lean Manufacturing a permis des gains de productivité spectaculaires dans l'industrie, mais a aussi profondément modifié l'organisation du travail et les compétences requises. L'un des phénomènes actuels est ce que j'appellerais le rattrapage. Après tout, nous avons construit le cloud au cours des 15 dernières années. Soudainement, un nouveau compteur est apparu dans le cloud, l'accélérateur d'IA. Car désormais, chaque application a besoin d'une base de données, d'un cluster Kubernetes et d'un modèle qui s'exécute sur un accélérateur d'IA. Donc si vous avez besoin des trois, il a fallu subitement construire ces accélérateurs d'IA pour pouvoir fournir toutes ces applications. Cela va se normaliser, le déploiement va se faire, les charges de travail vont se normaliser, puis cela continuera de croître comme le cloud a grandi. C'est un aspect de la question.
Et c'est là qu'il faut éviter certains problèmes de sélection adverse en s'assurant que ce n'est pas uniquement du côté de l'offre, que tout le monde ne construit pas en espérant simplement que la demande viendra, mais qu'il y a une véritable diversité de la demande. Une demande partout dans le monde, dans tous les segments. Je surveille tout cela. Je pense que c'est la façon de gérer le ROC, et d'ailleurs les marges seront différentes. Cela nous ramène à notre dialogue initial sur le cloud Microsoft, le profil de marge d'un GPU brut par rapport au profil de marge de la structure plus. Nadella expose deux aspects fondamentaux de la révolution IA actuelle. Il parle de cette évolution technique majeure chez OpenAI avec O1. Au lieu d'un simple entraînement linéaire, O1 crée une boucle vertueuse où l'utilisation même du modèle génère des données qui servent à l'améliorer. Mais cette avancée a un coût, elle nécessite une transformation profonde des infrastructures. Nadella explique comment le cloud, construit patiemment depuis 15 ans, doit maintenant intégrer un nouveau composant essentiel, l'accélérateur d'IA. Mais la vraie surprise arrive dans la suite de l'interview, où Nadella dévoile le secret derrière O1, l'innovation d'OpenAI qui pourrait bien rebattre toutes les cartes dans la course à l'IA. Je laisserai les gens d'OpenAI parler de ce qu'ils font, mais ils continuent le pré-entraînement. Ce n'est pas terminé, ça continue. Mais ce qui est passionnant, comme OpenAI et Sam l'ont évoqué ouvertement, c'est ce qu'ils ont fait avec O1, cette chaîne de pensée avec l'auto-évaluation. C'est fantastique. En fait, c'est essentiellement le temps de calcul d'inférence qui devient une nouvelle loi d'échelle. Vous avez le pré-entraînement, puis cet échantillonnage en temps de test qui crée des tokens qui peuvent être réinjectés dans le pré-entraînement, créant des modèles encore plus puissants qui s'exécutent ensuite sur votre inférence. C'est une façon fantastique d'augmenter les capacités du modèle. La bonne nouvelle concernant le calcul en temps de test ou d'inférence est que l'exécution de ces modèles hauts implique deux choses distinctes. L'échantillonnage est comme l'entraînement lorsqu'il est utilisé pour générer des tokens pour l'apprentissage. Les défis techniques exposés dans l'extrait précédent expliquent l'émergence de nouveaux modèles de collaboration dans l'industrie de l'IA. La puissance de calcul nécessaire, les investissements colossaux et la complexité croissante des modèles poussent même les plus grandes entreprises à repenser leur stratégie d'innovation. Nous passons d'un modèle de développement vertical intégré à des écosystèmes de partenariats stratégiques. Cette évolution bouleverse les relations traditionnelles entre acteurs du secteur. Les frontières entre partenaires et concurrents deviennent floues. Les entreprises doivent désormais gérer des relations complexes où elles partagent propriété intellectuelle, infrastructure et talent. Cette nouvelle réalité soulève des questions cruciales. Comment protéger ses intérêts tout en collaborant efficacement? Comment valoriser les apports de chaque partie? Comment gérer les divergences stratégiques qui émergent inévitablement? L'extrait qui suit examine ces questions à travers le prisme d'une des collaborations les plus scrutées de l'industrie, celle entre Microsoft et OpenAI. Cette relation illustre parfaitement les opportunités et les tensions inhérentes à ces nouveaux modèles de partenariat. Elle révèle aussi comment les géants technologiques tentent de concilier leurs ambitions individuelles avec la nécessité d'une collaboration à grande échelle dans le développement de l'IA. La chose qui nous tient profondément à cœur est qu'OpenAI continue de réussir. C'est dans notre intérêt. Je pense aussi que c'est une entreprise emblématique de ce changement de plateforme. Le monde se porte mieux quand OpenAI réussit, c'est donc notre position fondamentale. Ensuite, concernant votre point sur les tensions, comme dans tous ces partenariats, il y a cette tension de compétition. Sam est un entrepreneur incroyable, avec une grande vision et de l'ambition, et la vitesse à laquelle il veut avancer. Nous devons donc trouver un équilibre. Je dois m'adapter pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Et il doit s'adapter à la discipline dont nous avons besoin de notre côté. Compte tenu des contraintes globales que nous pouvons avoir, je pense que nous y arriverons. La bonne nouvelle dans cette configuration, c'est que nous avons fait beaucoup de chemin.
Ces 5 années ont été excellentes pour eux, comme pour nous. Pour ma part, je vais continuer dans cette direction, et je veux la prolonger aussi longtemps que possible. Il est dans notre intérêt d'avoir un partenariat stable sur le long terme. Au-delà des considérations commerciales et techniques, le développement accéléré de l'IA soulève des questions fondamentales de sécurité et de contrôle. La puissance croissante des modèles d'IA et leur adoption rapide créent des risques nouveaux qui dépassent le cadre traditionnel de la régulation technologique. Comment assurer un développement responsable de l'IA tout en préservant l'innovation? Comment gérer les implications en termes de sécurité nationale? Quels mécanismes de contrôle mettre en place? Le dernier extrait aborde ces enjeux critiques qui définiront l'avenir du secteur. Il est préférable d'avoir plusieurs modèles, de laisser place à la concurrence et que différentes entreprises choisissent différentes voies. Nous devons être très rigoureux et les gouvernements l'exigeront. Dans le domaine technologique, il n'est plus possible de dire qu'on verra plus tard pour les conséquences imprévues. Aucun gouvernement, aucune communauté, aucune société ne le tolérera. Par conséquent, ces institutions de sécurité de l'IA partout dans le monde appliqueront les mêmes standards. Et concernant la sécurité nationale, s'il y a des problèmes de fuite liés à la sécurité nationale, les gens s'en inquiéteront aussi. Donc je pense que les États et la politique publique auront beaucoup à dire sur ces modèles et à quoi ressemblera le régime réglementaire. Cet entretien met en lumière les multiples dimensions de la révolution de l'intelligence artificielle en cours. Nous assistons à une transformation profonde qui touche simultanément les aspects techniques, organisationnels, financiers et réglementaires. Les changements décrits redessinent les contours de l'industrie technologique et posent les bases d'une nouvelle ère économique. Cette transformation soulève des questions cruciales pour l'avenir. Comment gérer la concentration croissante des ressources nécessaires au développement de l'IA? Comment assurer un accès équitable à cette technologie? Comment contrôler son développement tout en préservant l'innovation? Les réponses à ces questions détermineront la forme que prendra cette révolution technologique dans les années à venir.